Bonjour à tous, permettez-moi d'abord de m'excuser auprès de vous pour mon absence. Je suis aujourd'hui retenu à Nice pour une présentation de mon projet dans ma nouvelle équipe de recherche. Je dois vous dire que je suis animé des mêmes sentiments que ceux que j'avais exprimés en public. Peut-être certains d'entre vous s'en souviennent lors de notre journée sur la fragmentation du droit international, ce qui avait provoqué la réaction hilare de Patrick et l'étonnement d'une partie du public, mais pas la vôtre, vous, Nandia Roy, vous étiez habitué à ce genre de facéties. Il m'est donné de traiter, et je remercie les organisateurs, les relations entre Brexit et droit international privé, et je vous propose de développer deux moments de petite explication. Une première explication où il va s'agir de s'interroger sur la manière dont nous pourrions combler le vide, en quelque sorte, laissé par le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, si bien sûr ce départ se confirme. Et deuxième temps, essayer de voir comment on pourrait prendre le contre-pied de cette solution, combler le vide, pour essayer plutôt de faire vivre le vide laissé par cette hypothèse de départ. Sur le premier point, je vous propose rapidement, de manière très synoptique, de rapporter quatre questions. Première question, c'est bien sûr celle envisagée par l'actuel projet d'accord de départ entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, soumis, comme vous le savez, à la votation des Britanniques et ensuite des États membres de l'Union européenne si cet accord était bien sûr approuvé. C'est la solution prévue plus particulièrement à l'article 67 de ce projet d'accord qui précise qu'un certain nombre d'instruments de droit international privé sont pendant la période de transition maintenus. Nous avons ici pour l'essentiel les instruments propres à la définition de la compétence internationale des juridictions des États membres, à la reconnaissance des décisions étrangères et à leur exécution. Nous avons également les instruments spécifiques à certaines procédures ou certains titres européens d'exécution, ce qu'on appelle les règlements de procédure simplifiés. Et enfin, nous avons une référence appuyée au processus de coopération entre les autorités centrales quand elles existent, et notamment en droit de la famille. Voilà donc première possibilité de combler le vide, maintenir l'état du droit, en laissant de côté, c'est assez remarquable, toutes les questions de type conflit de droit, pour l'essentiel, pour faire simple, et en maintenant en gros toutes les questions de conflit de juridiction, de reconnaissance, d'exécution et de coopération entre autorités centrales. Deuxième possibilité, il s'agirait de rehausser, voire de dupliquer des instruments de droit internationaux existants pour régir les rapports entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors je vise ici le scénario d'une période post-transitoire ou l'hypothèse d'un défaut d'accord, où il s'agirait de prendre les instruments que nous avons à disposition, instruments qui ont été relégués à l'arrière-plan par des instruments européens ou qui ont été enchâssés, si j'ose dire, dans des instruments européens, et qui reviendrait sur le devant de la scène pour s'appliquer et traiter des questions de droit international privé. Il pourrait s'agir aussi de dupliquer des accords internationaux existants pour des rapports avec d'autres pays tiers à l'Union européenne qu'on pourrait utiliser dans les rapports avec le Royaume-Uni. Alors je vise très clairement deux types d'accords, notamment un certain nombre de conventions de l'AE, qui soit sont passées à l'arrière-plan du fait des instruments européens, soit sont combinés avec ces instruments européens. Et je vise bien sûr la Convention de Lugano qui régit les rapports, comme vous le savez, entre la Suisse et l'Union européenne sur les questions de compétences de reconnaissance en matière civile et commerciale. Troisième possibilité, pour combler le vide, il s'agirait d'élaborer de nouveaux instruments de droit international privé, avec toutes les difficultés, bien sûr, que suppose cet exercice. Il s'agirait de traduire par des voies propres, en quelque sorte, ces rapports bilatéraux entre l'UE et le Royaume-Uni, et cela, évidemment, passerait par l'adoption de nouveaux traités internationaux. Dernière possibilité, toujours dans cette optique de combler le vide laissé par cette hypothèse
de départ du Royaume-Uni, les clauses de renvoi, où le Royaume-Uni, de son propre chef, déciderait de manière unilatérale de s'aligner sur un certain nombre de solutions de droit international privé européen. Particulièrement, on imagine la solution pour le conflit de loi, ou le temps pour le Royaume-Uni de construire peut-être ou de recouvrir ces terres laissées à l'Europe sur les questions de loi applicables, eh bien, déciderait de s'aligner, d'appliquer de son propre chef les instruments de conflit de loi. Pour le conflit de juridiction et les questions de reconnaissance et d'exécution, on peut évidemment imaginer l'hypothèse, mais avec une difficulté. Ce processus unilatéral ne permettrait pas au Royaume-Uni d'exiger une contrepartie des partenaires européens. Il ne serait pas obligé naturellement de reconnaître, d'exécuter des décisions britanniques qui seraient rendues sur la base de textes européens, faute d'un accord bilatéral en quelque sorte entre le Royaume-Uni et les États membres de l'UE. Voilà donc une première optique en 4 points très schématiques qui consiste à combler le vide. La deuxième optique qui m'intéresse, c'est de faire vivre le vide, c'est-à-dire de constater qu'un vide est laissé par le départ du Royaume-Uni et d'essayer de trouver des outils pour faire vivre ce temps pendant lequel le Royaume-Uni est sur le départ ou dans un processus de départ. Sur ce point, je voudrais dire 3 choses. La première, c'est qu'il est, on le voit bien aujourd'hui avec le processus du Brexit, il est extraordinairement compliqué de défaire ce que l'Europe a construit. Dans une vision assez optimiste, qui est un peu la mienne en général, je considère que l'aventure du Brexit est un formidable étalon de l'ensemble des constructions qui ont été apportées par l'Europe dans ce domaine comme dans d'autres. Et tout le travail de délégifération que suppose le départ du Royaume-Uni a évidemment un impact extrêmement fort sur le travail législatif. Délégiférer, c'est légiférer, et on voit bien combien ce travail de déconstruction est difficile. Alors, cette première remarque me fait dire que le vide est là pour longtemps, c'est-à-dire que l'hypothèse du départ est une hypothèse qui va produire ses effets pendant très longtemps. Peut-être nous faudra-t-il, si évidemment tout cela va jusqu'au bout, 2 générations pour marquer un réel départ, et encore on pourra certainement discuter la chose. Et donc pendant tout ce temps que le vide est là, qu'il faut le travailler, eh bien il faut le faire vivre. Donc ça fait partie des réalités. On ne peut pas le combler immédiatement. Ce n'est pas, à mon avis, de cette façon-là qu'il faut traiter le problème. Il faut penser ce vide et le penser sur la durée. Premier élément. Deuxième élément, une fois ce processus de vide constaté, il s'agit d'observer que même si pendant un certain temps nous n'avions pas de solution de droit international privé commune entre le Royaume-Uni et les États membres de l'UE, il resterait entre nous beaucoup de choses. Et je pense en particulier à l'ensemble des solutions de droit matériel et dans les solutions de droit matériel, l'ensemble des standards européens liés à la justice civile, et je pense notamment aux standards européens du procès équitable. Ces solutions de droit matériel ou de droit processuel, au sens large du terme, que nous garderions en quelque sorte en commun avec le Royaume-Uni, a nécessairement un impact sur le traitement des situations privées internationales et les résolutions de questions de conflits de loi ou de juges compétents ou de reconnaissance des décisions étrangères. Et je voudrais pour ça juste esquisser, c'est le 3e point sur le vide à faire vivre, l'hypothèse où la technique juridique de l'équivalence entre les solutions produites par l'État étranger et l'État du fort pourrait être généralisée dans le cadre des rapports entre le Royaume-Uni et les États membres de l'UE, où nous pourrions pendant assez longtemps mettre en scène ce test de l'équivalence pour neutraliser les conflits, notamment sur le terrain des conflits de loi, et permettre ainsi une application de la loi du fort jugée équivalente
à la loi étrangère potentiellement applicable. La deuxième technique auquel je pense, plutôt sur le terrain du conflit de juridiction, c'est ce qu'on a appelé l'effet miroir ou l'effet réflexe. Il peut être en effet intéressant d'observer que pendant un certain temps, il peut y avoir des réactions, notamment des juges des différents États membres de l'Union européenne, qui, constatant que le Royaume-Uni s'aligne sur les solutions européennes, y compris de leur propre chef, eh bien, ont un droit qui est parfaitement compatible avec le nôtre. Et dans les rapports de système entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, cela pourrait avoir un impact. Par exemple, nous pourrions décider de limiter nos propres compétences dans les situations où le juge britannique se reconnaîtrait compétent par une espèce d'application en miroir des solutions que nous définissons en Europe. Donc il y aurait à trouver un prolongement, probablement sur le terrain de la courtoisie internationale, pour expliquer qu'au fond, même si nous ne sommes plus ensemble, nous avons gardé beaucoup de solutions en commun. Pour terminer et pour conclure, et je dépasserai de peut-être 1 minute 30 mon propos, je voudrais dire que l'aventure du Brexit est bien sûr une aventure intéressante sur le plan purement juridique parce qu'elle va nous faire vivre des moments intenses de droit européen en dehors du territoire strictement européen. Ça, c'est une image qu'on a déjà, notamment avec les pays et territoires d'outre-mer, d'autres régions du monde, mais ça, c'est dans une ampleur tout à fait nouvelle qu'il va falloir imaginer le processus. Deuxième élément, et c'est encore une référence et amicale bien sûr à Patrick, on ne peut pas bien sûr traiter ces sujets sans à nouveau mettre en scène les interactions entre le droit international et le droit européen. Et faut-il le rappeler, mettre en scène les interactions entre ces deux droits suppose de développer une culture juridique de l'altérité de chacun de ces droits. Je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.